Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Le régime de Bachar el-Assad est donc tombé. Damas, comme une grande partie du pays, est désormais aux mains des rebelles islamistes. On va essayer de comprendre avec vous les conséquences de ce bouleversement géopolitique, comprendre l'impact sur la région, sur le monde, alors que la Russie et l'Iran sont affaiblis par la chute de leur allié. Comprendre aussi ce par quoi va être remplacé le régime du dictateur syrien. On dira aussi un mot, Dominique de Villepin, de la situation nationale, situation internationale complexe, situation nationale qui l'est tout autant. Mais d'abord, je vais pour commencer cet entretien, vous citer les mots du président de la République, Emmanuel Macron, qui a salué la fin, je cite, d'un état de barbarie. Enfin, a-t-il dit, c'est la fin d'un régime barbare aujourd'hui, Dominique de Villepin? Oui, c'est la formule de Michel Seurat, le regretté Michel Seurat, grand islamologue, grand spécialiste de la Syrie. Et effectivement, cela a été dit, 500 000 personnes assassinées, des millions de réfugiés, de déplacés. C'est un régime barbare qui a véritablement régné en maître depuis 54 ans. C'est dire à quel point la férule a été longue et lourde. Ceci étant dit, le soulagement est grand, on le voit dans toutes les capitales européennes, on le voit aussi aujourd'hui dans nombre de villes en Syrie. La question, c'est l'inconnu de demain. C'est donc, après le soulagement, l'incertitude qui va s'ouvrir. Que va-t-il se passer? Vous avez cité l'une des premières leçons que l'on peut tirer, et à juste titre, c'est l'affaiblissement de l'axe entre la Russie et l'Iran. Et à un moment très particulier, puisque nous sommes à la veille de l'ouverture des grandes négociations que Donald Trump va mener, et au Moyen-Orient, et en Ukraine. Il y a un deuxième axe qui est affaibli, il concerne alors lui directement l'Iran et directement la Syrie, qui est l'axe dit de la résistance. C'est l'axe de l'Iran avec toutes les milices chiites, l'axe chiite qui, dans cette région, a contribué à créer beaucoup d'instabilité depuis des années. Donc, de ce point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'incertitude vient de ceux qui véritablement sont d'abord derrière ces mouvements. On a parlé du soutien de la Turquie qui a de bonnes raisons pour cela. La Turquie veut pouvoir renvoyer un certain nombre de réfugiés syriens qui sont sur son territoire, les renvoyer dans le nord-ouest de la Syrie. Et elle veut aussi, et ce qui est plus embarrassant, régler son compte aux Kurdes qui sont dans la partie du nord-est. Donc on a une grande partie, un grand jeu géopolitique qui va s'ouvrir dans un contexte très incertain, puisque ça a été dit, non seulement ce sont des groupes islamistes, mais ce sont des groupes djihadistes, ceux-là même contre lesquels la coalition antiterroriste a tiré entre 2014 et 2016. Donc il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Et on va bien évidemment, en quelque sorte, décomposer toutes ces questions. Les conséquences géopolitiques, le profil effectivement de ces rebelles islamistes qui ont pris le pouvoir. Mais vous disiez qu'effectivement le mot était juste celui d'un régime barbare. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la stabilité du monde que le régime de Bachar el-Assad soit tombé? Alors, il faut toujours se référer à l'histoire. Nous avons quelques précédents, et de ce point de vue-là, il ne faut pas être naïf. Les mêmes mots et le même constat a été porté sur le régime irakien quand Saddam Hussein est tombé. Et qu'est-ce que nous avons eu dans les années qui ont suivi? Le chaos. Les mêmes mots ont été utilisés pour le colonel Kadhafi, effectivement à la tête de ces tribus. Et quand il est parti, ça a été une libération. Mais on l'a vu aussi, beaucoup d'inquiétudes et un pays toujours effroyablement divisé. On l'a vu en Afghanistan, là encore, des talibans largement nourris par les États-Unis dans la période soviétique et qui, quand ils sont revenus, eh bien, ont créé un système qui est tout à fait odieux. Donc, de ce point de vue-là, il faut être extrêmement prudent. Saluer effectivement la chute d'un régime qui est un régime honni, mais en même temps être extrêmement prudent sur l'avenir, car nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et par contre, nous savons l'itinéraire de ceux qui aujourd'hui arrivent au pouvoir à Damas, et cet itinéraire a tout pour nous inquiéter. Dominique de Villepin, avant la chute, en quelques semaines de ce régime, il y avait plusieurs positions dans les chancelleries occidentales. Et dans les débats politiques. Il y avait ceux qui considéraient qu'il fallait qu'il y ait un cordon sanitaire avec Bachar el-Assad et ceux qui expliquaient que
notamment quand il combattait contre l'État islamique. Au fond, Bachar el-Assad était un moindre mal. Je voudrais vous citer ce que vous disiez vous-même dans les colonnes du Progrès, à la presse quotidienne régionale, c'était en 2016. Oui. Vous disiez, je cite, « Il faut accepter de parler avec le régime d'Assad ». Et vous considériez notamment, puisque c'était une interview assez longue, que c'était une des conditions pour aboutir à terme au départ de Bachar el-Assad. Vous vous êtes trompé, puisque la France, les pays européens n'ont pas parlé avec Bachar el-Assad et c'est à la fin le courage d'un peuple qui a réussi à aboutir à son départ. Vous êtes un grand familier de la diplomatie. Ça fait donc depuis 2011 que la diplomatie française répète tous les 4 matins que le régime de Bachar el-Assad va tomber. Donc bien évidemment, il a fini par tomber. Mais la diplomatie, c'est pas d'attendre. Mais vous étiez partisan d'une sorte de reprise de dialogue avec Bachar el-Assad? Non. Ce que je disais, c'est que nous ne pouvions pas nous désintéresser d'une situation où il y a eu au bout du compte 500 000 morts et des millions de réfugiés, dont un certain nombre qui sont d'ailleurs chez nous et en Europe. Donc, ma position a toujours été la même. Il faut parler à tout le monde, quitte à prendre une longue cuillère. Mais à quoi servent les diplomates si c'est pas à parler à travers les canaux appropriés, et il y en avait un certain nombre. Ce qui s'est passé, compte tenu du vide laissé par les pays européens, les pays occidentaux en général, c'est que la place a été prise par la Russie et par l'Iran. Est-ce qu'il faut s'en réjouir, Monsieur Duhamel? Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pars du principe que la diplomatie, la stratégie... La Russie et l'Iran, Dominique Villepin, étant des alliés de Bachar el-Assad. Donc, c'est pas très étonnant de voir qu'il y a eu des relations diplomatiques entre ces pays. Oui, mais avant 2015, la Russie n'intervenait pas directement dans le jeu syrien. Elle est intervenue parce que nous avons, décidé en 2014 d'intervenir militairement. Et la position que vous rappelez participe toujours de la même position en ce qui me concerne. Je pars du principe que la guerre contre le terrorisme ne peut pas donner de résultats sans stratégie politique. Donc quand on mène une coalition antiterroriste, il faut avoir un deuxième fer au feu, qui est un fer diplomatique. Et en l'occurrence, c'est ce qui a manqué à la stratégie européenne et occidentale. Donc, c'est la Russie qui a occupé le terrain en intervenant en 2015, puis l'Iran. L'initiative prise par Israël vise justement à essayer de récupérer du terrain face à cet espace occupé par l'Iran. Donc, vous voyez bien que l'idée de défendre la possibilité de garder un lien, quelle que soit la situation, c'est la nature même du travail diplomatique. Mais Bachar el-Assad est tombé sans que les pays européens que vous appeliez à renouer avec le régime syrien, n'aient pu à renouer. Monsieur Duhamel, oui, il est tombé à travers des groupuscules islamistes et djihadistes. Je vous invite à me réinviter dans 10 ans pour savoir si ces régimes djihadistes ont tenu leurs promesses de djihadistes ou s'ils ont changé. C'est toute la situation. Ouais. Mais moi, je ne me résigne pas, Monsieur Duhamel, à ce qu'au Proche-Orient, nous comptions pour du beurre. Je ne me résigne pas à ce que nous ne soyons pas acteurs d'une stratégie. Et pour être acteur d'une stratégie, il y a 2 façons de le faire. La première, c'est d'utiliser l'arme militaire. Je pense que l'utiliser seul, c'est prendre le risque d'ajouter davantage d'huile sur le feu, ou c'est utiliser l'arme diplomatique. Et ça implique des stratégies qui peuvent être extraordinairement créatives. Je le dis d'ailleurs de la façon la plus claire. Il s'agissait là de prendre langue pour voir dans quelles conditions Bachar el-Assad pourrait partir. Et c'est exactement ce pourquoi je plaidais en ce qui concerne la Libye, quand nous avons décidé d'engager une guerre en Libye dont nous payons encore le prix, et tous les jours un peu plus, au Sahel. Juste avant de parler de ces rebelles islamistes, sur l'analyse qui, je crois, est très frappante et frappe sans doute celles et ceux qui nous regardent ce soir, la rapidité avec laquelle l'État syrien s'est effondré. L'armée en lambeaux, une administration qui était en déliquescence, de voir à quel point des régimes qui tiennent d'une main de fer sanguinaire un peuple est capable de s'effondrer en quelques jours. C'est dire sans doute que nous aurions pu peut-être le faire partir pas mal d'années avant si nous avions eu un peu plus de ruse, un peu plus d'habileté et une volonté un peu plus forte. Manifestement, oui, la chute s'est faite rapidement. Le régime est tombé comme un fruit mûr. Et aujourd'hui, il y a 3 inquiétudes, 3 grandes questions qu'il faut se poser si on regarde l'avenir. La première, c'est l'unité du pays. Est-ce que ce pays qui est divisé depuis de nombreuses années va pouvoir maintenir son intégrité ?
Et c'est un enjeu important parce que la Syrie occupe géographiquement un espace. L'éclatement du pays aurait des répercussions sur l'ensemble de la région et pour la stabilité de tous les pays avoisinants. Au fond, s'il y a un risque d'un scénario à la libyenne, où là on voit un pays éclaté en de multiples milices Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un scénario qui effectivement ne peut qu'inquiéter l'affirmation d'un État failli. Il y a une deuxième question qui est la question humanitaire. La question des réfugiés et la question du traitement des minorités. Que va-t-il se passer pour la minorité chrétienne? Que va-t-il se passer pour la minorité druze? Que va-t-il se passer pour la minorité alaouite, qui était celle de Bachar el-Assad? Que va-t-il se passer pour la minorité kurde? Donc vous voyez bien que la question du traitement des minorités va nous révéler très rapidement le vrai visage de ces djihadistes. Donc il y a là un enjeu majeur pour l'avenir de la Syrie qui va déterminer en quelque sorte l'avenir de la région. Sur ces djihadistes, c'est ce qu'on appelle le mouvement HTC pour Hayat Tahrir al-Sham, un mouvement dominé par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, des rebelles également soutenus par la Turquie. Et au fond, ce qui frappe, c'est que notamment leur leader, Al-Jolani, s'est transformé, a en quelque sorte voulu donner des gages de notabilisation. Il ne s'habille plus de la même manière, il ne se fait même plus appeler pareil. Il a donné une interview à CNN, voilà, on voit ces images, et lui dit pas d'inquiétude particulière à avoir pour les minorités, qu'elles soient kurdes, qu'elles soient chrétiennes. Est-ce qu'au fond, c'est selon vous une évolution sincère, ou est-ce qu'il y a là de l'opportunisme, voire carrément de la dissimulation? Alors c'est le troisième enjeu dont je voulais parler, c'est l'enjeu de la radicalité. Quel est le degré aujourd'hui de radicalité d'Al-Jolani, Ahmed Al-Shara, de son vrai nom, et des groupes qui sont autour de lui, parce qu'on ne sait pas du tout s'il va pouvoir s'imposer définitivement à l'ensemble des groupes, ou s'il y aura des scissions et des divisions. Quand on regarde son itinéraire, on se rend compte qu'il s'est engagé en Irak à partir de 2003, tout à fait puissamment au sein d'Al-Qaïda. Il est revenu en Syrie en 2011. De 2011 à 2013, plutôt proche d'Al-Qaïda. De 2013 à 2016, il a oscillé entre l'État islamique et Al-Qaïda. Et puis, il s'est émancipé d'Al-Qaïda. Il semblerait, quand on regarde de près son profil, mais Gilles Kepel pourra le préciser mieux que moi, qu'il y a la volonté de passer d'un djihadiste internationaliste à un djihadisme nationaliste. Donc je crois qu'il est pragmatique, il a parfaitement compris qu'il y avait la possibilité de saisir le pouvoir. On n'est pas donc dans une logique aujourd'hui affichée de califat, comme on l'a pu l'être auparavant en Irak et en Syrie, mais cela montre bien, à supposer que cette évolution puisse être réelle, que le dialogue que je défendais donc pour accompagner éventuellement une initiative militaire, condition du succès d'une initiative militaire, est encore plus indispensable dès lors que les hommes peuvent changer. Donc vous voyez bien, le cœur de la diplomatie, c'est le dialogue, monsieur Duhamel. Tout le reste, ce sont des postures idéologiques qui conduisent à, malheureusement, plus de violence. Et il y a, Dominique de Villepin, différentes façons d'envisager la diplomatie. Un mot sur les réactions politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, qui, depuis ce matin, qualifient de catastrophe la chute de Bachar el-Assad et disent, attention, compte tenu précisément des profils des rebelles islamistes, il peut y avoir un risque terroriste pour la France et pour l'Europe. Ils vont un peu vite en besogne? Non, ils ont raison. Vous savez, il faut toujours se préparer à tout. Et c'est pour cela que notre parquet national financier antiterroriste doit être fort, structuré, vraisemblablement faire en sorte de garder ses meilleurs éléments. À un moment où on voit que certains d'entre eux peuvent être poussés dehors. Le risque d'avoir 150 djihadistes qui étaient retenus dans le nord, dans la région d'Idlib, eh bien, ou d'ailleurs dans le nord-est du côté kurde, être libéré constitue un véritable risque pour nous. Donc il faut prendre tout cela au sérieux. Vous savez, tous ces éléments constituent les pièces d'un puzzle. On peut le regarder en se réjouissant, on peut le regarder en s'inquiétant. Il faut le faire avec mesure. La mesure étant la clé de la diplomatie. Vous parlez de ce puzzle et du jeu des alliances, à quel point ce qui se passe en Syrie en ce moment même peut bouleverser la donne internationale. Effectivement, la Russie et l'Iran n'ont pas pu suffisamment soutenir leur allié, le régime de Bachar el-Assad.
la Russie trop occupée sur le front ukrainien, l'Iran affaibli par la guerre entre le Hezbollah et Israël. Je voudrais vous soumettre la réaction du président élu Donald Trump qui a fait le choix dans un même message. Alors il y a eu plusieurs réactions. Première réaction où il disait les États-Unis ne doivent pas s'occuper de ce qui se passe en Syrie. Et puis ensuite, il parle de la Syrie et il termine en évoquant les conséquences en Ukraine. Et on comprend au fond que Donald Trump considère que c'est le bon moment pour essayer de trouver une solution diplomatique sur le front ukrainien, notamment compte tenu de l'affaiblissement de la Russie. Il a raison, Donald Trump? Oui, il a raison. Il a raison. C'est le bon moment pour produire un effort, pour engager une négociation. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer la difficulté de la tâche. Il y a effectivement une jonction qu'il est possible de faire diplomatiquement entre l'Ukraine et cette région aujourd'hui. Néanmoins, chaque crise a sa propre logique, ses propres difficultés, et il faudra rentrer dans les détails avec des propositions fortes. Et c'est pour cela que je me réjouis de la réunion tripartite d'hier avec le président Zelensky, qui a pu permettre à Donald Trump de mesurer un certain nombre des lignes rouges qui sont celles de Zelensky, qui ne veut pas revenir sur la souveraineté territoriale, et en tout cas certainement pas la souveraineté juridique de son pays. Donc je crois que oui, les choses bougent. C'est un moment pour produire l'effort, et ce que je veux souhaiter, c'est que et la France et l'Europe ne soient pas trop effacées dans cette perspective. Vous avez été critique quant à la diplomatie d'Emmanuel Macron. Là, vous reconnaissez que cette capacité qu'Emmanuel Macron a eue à réunir dans le Salon Doré à l'Élysée le président ukrainien et le président américain, c'était Absolument. Un bon coup. L'expression est sans doute un peu triviale, mais en tout cas une réussite de la diplomatie française. Absolument. C'est une occasion qui a été saisie et le président a bien fait de la saisir. Maintenant, il faut la transformer. C'est pas une photo qui fait une solution diplomatique. C'est un long travail, beaucoup de patience et une capacité, et surtout aujourd'hui pour le président français, à rassembler les Européens, tant sur l'Ukraine que sur le Proche-Orient, pour indiquer un certain nombre de lignes rouges qui sont les nôtres. Le président, se rendant en Arabie Saoudite, a eu une bonne intuition. L'Arabie Saoudite est un État pivot pour la paix du Moyen-Orient demain. Mais prévoir une conférence en juin 2025 pour envisager la création d'un État palestinien, ça je crois que ça relève de l'illusion, de l'utopie. Nous ne sommes pas dans le calendrier des choses. L'effort à produire, c'est maintenant, avec des propositions fortes. C'est pour ça que je soutiens l'idée de la création d'un État palestinien maintenant pour qu'il y ait une dynamique de justice et de paix qui réunissent l'ensemble des forces autour de la table dans les semaines qui viennent. Pour rester un instant sur ces trois hommes réunis dans le Salon Doré, et on parlera dans un instant de la situation politique nationale, là encore, il y a une forme de contradiction entre la façon dont se comporte Donald Trump, qui accepte donc de rencontrer Volodymyr Zelensky, deux poignées de main, une dans la cour de l'Élysée, une autre à Notre-Dame, et la façon dont les positions qu'il défendait pendant sa campagne, où il disait de toute façon moi je réglerai ça en 24 heures, avec soit lui, soit dans son entourage, l'idée d'un désengagement des États-Unis quant à l'aide à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut comprendre de cette réunion trilatérale qu'au fond Donald Trump est quelqu'un de beaucoup plus malléable, plastique qu'on ne le croit en termes de diplomatie? Non, il y a eu le temps de la campagne. Là, il y a le temps d'avant le pouvoir. Nous sommes dans les semaines qui précèdent son installation. Ce qui fera foi, c'est ce qu'il décidera de faire le 20 janvier. C'est pour ça que aujourd'hui, nous en sommes encore au temps de la photo et de la conversation générale. Il faut rentrer dans les détails. Et le vrai défi pour la France et pour l'Europe, c'est de faire en sorte que, avant le 20 janvier, nous ayons pu, avec l'Ukraine, dans un premier cas, travailler suffisamment fortement pour définir une stratégie globale qui défende l'intérêt de l'Ukraine, et avec les pays arabes modérés qui se sont réunis le 11 novembre au sommet de Riyad, définir aussi avec eux une stratégie qui permettra de faire comprendre à Donald Trump qu'il y a un certain nombre d'impératifs à satisfaire pour arriver à la paix, et qu'il ne suffit pas que Donald Trump imprime sa marque sur un papier pour que cela suffise à régler tous les problèmes. Dominique de Villepin, je voudrais vous entendre sur la politique nationale. Après la motion de censure adoptée contre le gouvernement de Michel Barnier, Emmanuel Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, peut-être mardi, puisque demain les consultations continuent à l'Élysée. À votre place, vendredi, précisément à votre place sur ce même plateau, un autre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, disait que la France n'était pas loin, je cite, d'une crise de régime.
Vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, vous connaissez les institutions de la Ve République. Est-ce qu'il dit vrai, Édouard Philippe, est-ce qu'on est proche d'une crise de régime? C'est malheureusement le risque que nous courons. Il y a dans notre pays des fractures sociales, des fractures territoriales, des fractures identitaires, et il y a grossissante une fracture démocratique qui se nourrit du sentiment d'une déconnexion de la classe politique, d'une déconnexion du président de la République avec la réalité vécue par les Français, auquel s'ajoute le sentiment d'une impuissance politique et publique. Ça, c'est terrible pour notre démocratie. Et à cela s'ajoutent des risques immédiats auxquels nous devons faire face. Et c'est en ça qu'il y a urgence. Il y a un risque politique de blocage, nous le voyons bien. Cela fait des mois et des mois qu'un gouvernement s'essaye et les choses n'ont pas progressé. Il y a un risque financier. Il suffit de regarder les marchés, l'évolution des taux d'intérêt. Les choses sont encore contrôlées. Il y a un risque économique. Et celui-là me paraît majeur aujourd'hui, avec la menace d'une récession pour notre pays, une situation de croissance de l'Europe extrêmement fragile, beaucoup de plans sociaux, des entreprises qui sont désorientées, qui n'investissent plus. Donc nous voyons bien qu'il y a urgence à agir face à ce malheur français. Eh bien, il y a un devoir français qui est celui de créer les conditions du sursaut. Mais dans un instant, je vous interrogerai sur les clés que vous proposez pour sortir de ce blocage. Mais juste avant, sur la déconnexion que vous évoquez du président de la République, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Déconnexion démocratique, c'est-à-dire qu'aurait dû faire Emmanuel Macron qu'il n'a pas fait depuis cet été et depuis la dissolution qu'il a décidé le 9 juin? D'abord, on peut faire une erreur dans la vie, mais il faut essayer d'en tirer les leçons. Ouais. Là, le président a perdu une première élection. L'élection européenne, qui a été un désaveu et qui est apparu comme tel aux yeux de tout le monde. Et à partir de là, il a décidé d'une dissolution qui a marqué un deuxième désaveu. Et puis, il a, dans des conditions qui sont, à mon avis, éminemment critiquables, décidé de former un gouvernement, de choisir un Premier ministre à partir du parti qui est arrivé en dernier à ces élections législatives. Et là, il vient de subir, avec la chute de Michel Barnier, un troisième désaveu. Quand on est président de la République, on se soucie qu'il n'y ait pas trop de désaveux, parce que c'est sa propre fonction qu'il met en jeu. On voit bien qu'un certain nombre de partis réclament aujourd'hui le départ du président. Je ne suis pas du tout favorable à de telles demandes, de telles stratégies, parce que je crois que la stabilité de nos institutions, le respect... Donc vous ne faites pas partie de ceux, il y a la France Insoumise aussi des gens de votre famille politique, Jean-François Copé, David Lisnard, le maire de Cannes, qui disent la seule solution au déblocage institutionnel... Il ne nous a pas échappé que ce n'est pas ma famille politique, celle dont vous parlez. Je ne suis pas membre... Disons que le courant d'idées dans lequel vous vous inscrivez... Non, le seul courant d'idées que je revendique, c'est le courant gaulliste. Oui. Et à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Je ne crois pas que Jean-François Copé ait dit qu'il n'était pas gaulliste, mais... Non, mais enfin bon, c'est pas ma famille politique. En tout cas, donc vous ne défendez pas l'idée d'un départ anticipé du président de la République. Je ne défends pas l'idée d'un départ, mais par contre, je constate que le président est dans une position de plus en plus fragile. Le président ne peut pas jouer avec la montre comme s'il était encore maître des horloges. Aujourd'hui, il y a un devoir pour le président de la République, qui est celui de faire en sorte que le pays puisse être gouverné. Quelle solution? Parce que le constat, Dominique de Villepin, il est sévère, il peut être partagé par telle ou telle force politique. Comment débloquer la situation institutionnelle? Alors, la première chose pour le président de la République, c'est de bien comprendre quelle est la place qui est la sienne aujourd'hui dans notre jeu institutionnel. La place du président de la République, au terme de ces différents désaveux, c'est plus que jamais d'être l'arbitre et le garant de nos institutions. Ce n'est pas d'être un acteur intrusif dans le jeu politique. Mais c'est à lui de nommer le Premier ministre. C'est à lui de le nommer, est-ce à lui de le choisir? C'est un peu différent. C'est un peu différent. Ah, alors il faut nous expliquer la nuance. Là, eh bien, la nuance, c'est que le président nomme, mais à lui de faire en sorte que le Premier ministre pressenti, ou celui qu'il choisit, puisse apporter la garantie qu'il pourra constituer une majorité, ou en tout cas s'approcher le plus possible de la majorité. Ce qui veut dire une nécessité de méthode. Et c'est ce que j'ai défendu depuis la dissolution. La méthode, c'est de prendre la première force qui arrive en tête. C'est ça, la légitimité. Si la première force qui arrive en tête, en l'occurrence le nouveau Front populaire, n'est pas capable, et dans l'équation
politiques qu'avait choisi le nouveau Front populaire il y a quelques mois, manifestement, il aurait été très difficile pour eux d'y arriver. Donc vous redites ce soir, Dominique de Villepin, je redis la même chose. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre ou une Première ministre émanation du nouveau Front populaire. Je redis toujours la même chose. Et pourquoi ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le pari de telle ou telle force ou parti. C'est de créer une méthode. Quel est l'intérêt d'avoir une méthode? C'est que si vous choisissez de partir en respectant la tradition républicaine, on prend la première force arrivée en tête. Si le Premier ministre pressenti ou porté par cette force ne peut pas exercer le pouvoir et réunir la majorité, immédiatement, il y a une deuxième possibilité pour le président, faire un choix sans perdre de temps. Mais Dominique de Villepin... Monsieur Duhamel... Non mais attendez, juste, Michel Barnier est tombé avec ce qu'on appelle un socle commun qui était autour de 230 députés. Le nouveau Front populaire, et encore le nouveau Front populaire, n'est plus dans l'état où il était au moment où cet été vous appeliez à la nomination d'un Premier ministre NFP, c'est 190 députés. Où est la logique institutionnelle à considérer qu'Emmanuel Macron doit nommer une force politique qui rassemble moins de députés que Michel Barnier ne réussissait à le faire? Mais au départ, Michel Barnier ne rassemblait pas les 230 députés dont vous parliez. C'est avec le temps qu'il a réussi à élargir sa majorité. Il s'agit tout simplement d'avoir une méthode qui permette de partir d'un point A, partant de l'idée que s'il y a un premier échec, ce premier échec ouvre de nouvelles possibilités et accroît les marges de manœuvre parce que chacun en tire les leçons. Et donc, à partir de là, on constatera que, eh bien, LFI, le Parti socialiste, les Verts ne sont pas capables, les communistes ne sont pas capables de constituer ce gouvernement. Et donc, un certain nombre de ces mouvements seront davantage libres de la possibilité de travailler avec d'autres. Mais il faut faire ça en séquence, en respectant les temps. Donc vous redites ce soir, c'est important, Dominique de Villepin, pour que ceux qui nous regardent comprennent, Emmanuel Macron devrait, s'il respectait la lettre des institutions, nommer un Premier ministre ou une Première ministre ce soir, ce que je vous dis, c'est que le président doit agir avec méthode. Le président, s'il refait ce qu'il a fait une première fois avec Michel Barnier, aura le même résultat. On ne peut pas jeter l'anathème sur de quelconque parti politique dans notre pays. Et donc, il faut pouvoir travailler de façon à ce que, au fil des premiers ministres pressentis, il y ait la possibilité d'inclure de nouvelles forces. Est-ce que si vous dites cela, c'est parce que, et je l'ai découvert avec une forme d'étonnement, je dois le dire, parce que Lucie Castet, la candidate du nouveau Front populaire, désormais elle est surtout soutenue par la France Insoumise, eh bien, a déclaré, c'était chez nos confrères de France Inter, qu'elle vous avait proposé d'être son ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que vous défendez le nouveau Front populaire? C'est pour retourner au Quai d'Orsay? En effet, et j'ai refusé. Et vous avez refusé? Et j'ai refusé, oui, le jour même où elle me l'a proposé et que d'autres me l'avaient proposé au nouveau Front populaire. Les choses sont très claires. Vous êtes devenu l'égérie de la gauche radicale? Non, la preuve. Si on vous le demande quand même, c'est assez étonnant, non? D'autres me le demandent aussi. Le sujet n'est pas personnel. Le sujet, c'est la méthode. Si vous répétez toujours la même erreur en gérant l'équation politique de la même façon, vous n'élargirez pas vos capacités. Et le président se verra éternellement reprocher de faire du surplace. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'affaiblissement de la fonction présidentielle, l'affaiblissement de nos institutions. Et c'est en ça que je sens monter une colère et une rage dans le pays qui, effectivement, se pose la question de savoir où nous allons. Non, mais donc, Dominique de Villepin, pour vous, Lucie Castet, c'est mieux, par exemple, que François Bayrou, qui semble être celui qui tient la corde aujourd'hui. Vous êtes à peu près de la même génération politique que lui, François Bayrou. Oui, tout à fait. Nous avons souvent travaillé ensemble. Un bon choix. J'ai beaucoup d'estime pour François Bayrou. Le président, quelle que soit la méthode qu'il choisisse, doit avoir en permanence le souci d'élargir les possibilités. Donc, à lui, c'est lui qui conduit les négociations, mais ma conviction, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario présidentiel dans lequel c'est le président qui choisit. Il y a un scénario parlementaire dans lequel, en fonction des rapports de force, c'est les représentants des différentes forces au Parlement qui recherchent une majorité. Le président agit en quelque sorte, comme on le dit en rugby, en demi de mêlée. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le ballon toujours à la même équipe. Le résultat, c'est que les choses n'avancent pas. Et donc vous défendez la nomination de Lucie Castet. Ce que je défends, c'est que le président fasse preuve d'un peu d'imagination. Mais c'est-à-dire, pardon Dominique de Villepin, mais on est dans des positions qui sont différentes. Moi j'interroge, vous répondez, mais il y a un peu de facilité à dire la fonction présidentielle est affaiblie, il y a un risque, il faut que le président ait de l'imagination. Concrètement, vous seriez à l'Élysée, qu'est-ce que vous feriez et qui vous décideriez de nommer? La donne parlementaire, on la connaît. J'aurais décidé
au lendemain de la dissolution et des législatives, j'aurais décidé de confier à la première force arrivée en tête. Donc à Lucie Castet. À Lucie Castet, et je n'en serais pas là, parce que si Lucie Castet était tombée au bout de 3 jours ou n'avait pas pu former un gouvernement, eh bien nous aurions pu évoluer considérablement et il y aurait aujourd'hui sur la table des possibilités qui n'existent pas aujourd'hui. Donc le président, aujourd'hui, n'est mu que par une seule ambition, qui est de défendre son bilan. C'est l'agenda caché du président. Ceci crée une hypothèque sur la vie politique qui rend les marges de manœuvre extraordinairement limitées. Le résultat, c'est que comme il n'y a plus de jeu politique possible, eh bien c'est le président. On joue plus le ballon, on joue le président. On joue le bonhomme. Et ça, c'est dangereux pour nos institutions. C'est pour ça que je suis pour que le président choisisse non pas l'option présidentielle, mais l'option parlementaire. Vous avez été à Sciences Po, donc vous le savez, la Ve République est grosse de plusieurs régimes. Alfred Grosser. À partir de là, on est dans un scénario parlementaire. On fait en sorte donc que le président donne la balle à l'Assemblée nationale, à charge pour les forces politiques de l'Assemblée nationale de déterminer le groupe capable d'obtenir la majorité la plus large. Le président, il reste à l'Élysée sur son Aventin et il se mobilise pour essayer. Il y a quelque chose qui me frappe de défendre davantage les Français. De Villepin, il y a quelque chose qui me frappe. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, visiblement, donc les 2 seules personnes qui défendent encore la nomination de Lucie Castet, c'est Jean-Luc Mélenchon et vous. Ça, moi, je ne défends pas la Lucie. C'est assez singulier. Non, je ne défends absolument pas. Vous dites, je l'aurais nommé cet été. Non, mais cet été, oui. Cet été, oui. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, il appartient aux différentes forces de la gauche et du centre de s'entendre. Il y a une hypothèse aujourd'hui, parce que les choses ont malgré tout un tout petit peu bougé. On le voit avec les positions prises par Olivier Faure, et par le Parti socialiste. Les positions prises par François Bayrou. Il y a, semble-t-il, une petite huile nouvelle qui fait que les lignes sont censées évoluer. Utilisons cela. Ce que je dis, c'est que il faut une méthode. Il ne faut pas faire du surplace. Il ne faut pas d'anathème. Un dernier mot avec vous, Dominique de Villepin. Si on écoute les oppositions, le chaos politique, il est surtout dû aux conséquences de la dissolution décidée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier. Je rappelle que vous êtes l'un des artisans de la dissolution de 1997. À l'époque, vous étiez secrétaire général de l'Élysée auprès de Jacques Chirac, une dissolution qui avait permis à Lionel Jospin, du Parti socialiste, de gagner les élections et d'arriver à Matignon. Est-ce que vous êtes content de voir que quelqu'un a réussi à faire encore pire que vous en 1997 ? Oui, la dissolution de 97 n'avait rien à voir. C'est une décision qui a été prise par Alain Juppé. Il y a un très bon reportage qui a été fait et qui l'éclaire, par Alain Juppé et le président de la République. Nous n'étions absolument pas dans la même configuration politique. Absolument pas. Mais ça montre bien que les dissolutions, sont rarement... ça fait partie... mis à part celle de 62, ça fait partie des outils... font rarement des étincelles sous la Ve République. Ça fait partie des outils présidentiels. Donc ce sont des options. Elles sont effectivement, et il faut en retenir la leçon, à utiliser avec prudence. Mais il n'y a pas que la responsabilité du président. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a la responsabilité du président. Mais aujourd'hui, le grand drame français, il est économique et financier, social également. Et c'est toute une politique économique qui a échoué tout au long des dernières années. Et cette politique économique, elle a dépensé les deniers de l'État sans compter et sans prendre en compte l'exigence fondamentale de toute économie, qui est d'investir dans l'avenir, d'investir dans les technologies, d'investir dans la transition verte. Et ça, c'est aujourd'hui ce que nous devons être capables de faire, tout en appliquant la règle de rigueur et de sérieux financier. Et c'est donc pas... Et vous avez le sentiment que la rigueur et le sérieux financier est porté aujourd'hui par le nouveau Front populaire ? J'ai le sentiment que ce qui vient de se passer dans les derniers mois nous enferme dans des logiques comptables. Et c'est en ça que la politique, c'est de dégager des marges de manœuvre, d'avoir un certain nombre d'idées et de stratégies pour le faire. Donc, essayons de tirer au moins les leçons du passé. C'est malheureusement le défaut du président de la République que de ne pas suffisamment tirer les leçons de ses erreurs. Et vous êtes disponible si on vous appelle dans les jours qui viennent ? Le sujet ne se pose pas, monsieur Duhamel. Il pourrait se poser puisque Lucie Castet vous l'a proposé. Donc Mais j'ai répondu non. Et d'autres vous l'avez proposé aussi ? J'ai répondu non, également. Donc ma position est claire. Et donc d'autres que Lucie Castet vous l'avez proposé. Merci. Merci à vous. Dominique de Villepin d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Et tout de suite, le débat de la semaine.